Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour la dernière vidéo des tops et des flops de 2024. A nouveau, on s'attaque aux lectures de l'année, et encore une fois, oui, c'est chiant de le répéter sans arrêt, mais bon, tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos. D'une part, sachez que ce top ne contient pas que des ouvrages sortis cette année. Il concerne des livres que j'ai personnellement découverts en 2024. Il peut donc y avoir du très récent comme du très vieux. Gardez ensuite en mémoire que les tops et les flops sont toujours subjectifs. Même si j'essaye tout systématiquement d'argumenter, ça reste mon avis avant tout. Et habituellement, mes avis ne concernent que les premiers tomes. Donc je ne suis pas garant de l'évolution de la série. Et pour finir, un petit peu inhabituel, si vous trouvez que ma voix part très vite en vrille sur cette vidéo ou que je parle un peu du nez, c'est normal parce que j'ai eu l'excellente idée de tomber malade pour la fin de l'année. Et pour finir, si vous aimez les top flops de lecture, eh ben profitez-en parce que c'est probablement un des derniers que je ferai sur cette chaîne. Pour plus d'infos, revisionnez l'intro des flops ou le bilan de 2024. Sur ce, je vous invite à découvrir mes meilleures expériences livresques de l'année. C'est pas souvent que je trouve des bons mangas français, hein. Donc quand c'est le cas, faut en parler. Le pitch, c'est qu'on se trouve dans un univers de fantasy médiévale et on va y suivre la princesse Myrtis, qui est le cliché ultime de la princesse pourri gâtée. Sauf que c'est son 17e anniversaire et elle va donc devoir abandonner son statut d'enfant privilégié pour devenir une épouse au service de son mari. Alors déjà que pour une femme lambda, c'est pas un destin hyper agréable, mais alors pour une fille à papa autoritaire, égoïste et ultra dépensière, c'est hors de question. Elle va donc fuguer, et tandis que le royaume lui balance un max de tracker aux fesses, la donzelle va envisager une reconversion en tant que sorcière. C'est très drôle, c'est vraiment bien pensé, le fait d'avoir une héroïne, d'avoir comme personnage une héroïne qui est aussi insupportable, mais qui réussit à s'en tirer parce qu'elle a quelques bons atouts dans sa manche. Et quand elle se foire, bah t'as juste envie de lui dire, bah ouais, en même temps tu l'as bien mérité, connasse. Les situations sont toujours fun, donc je trouve que si vous voulez lire un manga détente, bah c'est un bon choix. Alors à la limite, s'il fallait lui trouver un défaut, ce serait au niveau de la force de l'héroïne. Au début de l'histoire, elle se retrouve au pilori, elle le pulvérise. Et quelques chapitres plus tard, elle se refait mettre au pilori, sauf que là, elle reste bloquée. Alors ok, c'est pas censé être le manga qui va chercher la cohérence absolue, mais j'avoue que ça m'a quand même fait un peu tiquer. Mais en dehors de ça, c'est une très bonne découverte. Eh ben ma foi, je m'attendais pas à ça. Franchement, je m'attendais plus à une revisite un peu classique et pas très intéressante. Et bah c'est tout le contraire en fait. C'est toute une réécriture du mythe de Peter Pan, et notamment des enfants perdus. Grosso modo, Peter Pan est mort, et la guerre entre les pirates et le pays imaginaire n'a pas cessé de gonfler, au point qu'un groupe d'orphelins du monde réel sont emmenés à Neverland, histoire de filer un coup de main. Alors moi j'appelle ça un enrôlement forcé, mais bon. Les personnages sont attachants, l'univers fonctionne bien, il y a même quelques retournements de situation que j'avais pas vu venir et qui étaient plutôt logiques et bien pensés. On peut reprocher le tout début, qui à mon sens fait un peu facile, mais grosso modo c'est un des 3 seuls reproches que je lui ferai. Le deuxième, totalement subjectif et personnel, hein, grosso modo on explique bien que le monde imaginaire, c'est pour les enfants. Les adultes, même s'ils veulent y entrer, ils ne peuvent pas. Car Neverland est fait pour les générations de l'avenir, pas pour ceux du passé. Et autant il y a, comment dire, ouais, c'est une bonne métaphore du monde réel, hein, et des problèmes du monde, hein, c'est le fait de léguer la Terre à nos enfants, sauf qu'il y a un point de vue qui n'est pas du tout abordé, ce que j'ai vraiment trouvé dommage, c'est le point de vue des adultes. Parce que la BD montre bien que tous ne sont pas purement méchants. Mais justement, pourquoi les adultes veulent-ils aller à Neverland? Juste pour s'emparer d'une ressource importante. Alors que, je sais pas, il pourrait y avoir des adultes jaloux des enfants. Littéralement, on te dit, t'as un univers merveilleux, où tu peux t'amuser sans fin, où tu vieilliras jamais, mais toi, en tant qu'adulte, t'y as pas droit. Il pourrait très bien y avoir des adultes qui se diraient, mais c'est pas juste, c'est pourquoi moi on m'a jamais amené à Neverland quand j'étais petit, pourquoi eux ils auraient droit au paradis éternel et pas moi? À mon sens, c'est un point qui aurait pu être une volonté supplémentaire des adultes de se rendre au pays imaginaire. Sauf que c'est jamais abordé, et j'ai trouvé ça dommage. Bon après, c'est pas gravissime, hein, ça se lit très bien, très vite. C'est quand même plus orienté jeunesse, donc il y a rien de gore. Les insultes sont censurées, donc on peut peut-être considérer que ça a été simplifié pour les plus jeunes. Dernier reproche, c'est un tome 1. Pourquoi?
Oui, il y a quelques trucs laissés en suspens, d'accord, mais globalement tous les problèmes sont résolus à la fin du bouquin. Du coup, qu'est-ce que tu veux raconter de plus? Mais en dehors de ça, c'est une très bonne découverte. Je sais pas trop si je peux considérer l'ouvrage comme une biographie, car clairement c'est du fictif, mais en même temps c'est imaginé comme des origines aux fresques de la grotte de Chauvet. On va suivre l'histoire d'il y a 35 000 ans d'Élée, une traceuse, qui a pour tâche de peindre les âmes des animaux. On va donc la suivre de sa naissance à sa mort, je suppose, même si c'est assez subtil pour le final. Alors, n'étant pas paléo-anthropologue, je n'irai pas vous affirmer que la vie des premiers hommes ressemblait effectivement à ça. Mais à partir du moment où vous le prenez comme une fiction, eh bah... ça passe très bien. J'admets que le style de dessin plaira pas à tout le monde. Moi-même, je suis pas giga fan, mais c'est pas hideux non plus. L'histoire prend aussi un gros pan de fantastique dissimulé. En gros, t'as des événements surnaturels, mais qui, si tu réfléchis de façon cartésienne, peuvent être interprétés de façon logique. Par exemple, pendant une cérémonie, Élée a l'impression d'être à moitié changée en hibou. Sauf que, quelques pages plus tôt, on lui a fait boire une potion spéciale pour l'empêcher de dormir pendant le rituel. Donc pas impossible qu'il y ait eu des hallucinogènes dans le cocktail. Du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé le bouquin, c'était vraiment très cool à suivre. Et si vous aimez un minimum la préhistoire, eh ben je vous le conseille. L'histoire est celle du petit Martino, en plein Moyen-Âge, qui a eu la malchance de naître albinos. Et bon, vous connaissez le genre d'ambiance au Moyen-Âge, il est vite considéré comme un porte-poisse de première, en plus d'être particulièrement sensible. Il va donc finir par s'enfuir et s'attacher à une sorcière des bois, qui va plus ou moins le recueillir. L'aspect magie est assez en retrait, je trouve. On comprend que le surnaturel existe, mais c'est pas du balancement de boules de feu à tout va, quoi. Et le principal thème de l'histoire... les concernés seront sûrement plus capables de trancher que moi, c'est soit le travestissement, soit la transidentité. Parce que Martino va commencer à porter des robes et à se comporter comme une fille, et c'est pour ça qu'il va prendre le nom de Robbie. Pour ceux qui savent pas, c'est un terme médiéval pour désigner les hermaphrodites. Après, j'avoue que plus ça avançait, plus je m'attendais à ce que ça parte en couille. Genre le village qui vient pour cramer les sorcières ou un truc comme ça, c'est... Et non. En fait, ça se termine vachement bien. Il y a un ou deux clashs, oui, mais rien de dramatique, quoi. En vrai, c'est une assez jolie histoire, j'ai aimé tous les personnages, notamment les principaux, à savoir Robbie et Vivienne. C'est un one-shot, y a pas besoin de suite. Là, le dessin est cool, donc si jamais on vous le propose, bah, n'hésitez pas. Un comics one shot dans lequel nous allons suivre, dans un monde de fantasy asiatique, le personnage de Lee Zen, surnommée Lizzie. Elle vit sur une île où existe un puits où, classique, les gens vont jeter du fric dans l'espoir de voir leurs vœux se réaliser. Sauf que Lizzie va se retrouver à devoir shipper quelques pièces dans le puits pour payer sa traversée. Mal lui en a pris vu qu'elle va se retrouver avec une malédiction. Elle ne devra pas rembourser ce qu'elle a pris en argent, mais en souhaits. Et donc va devoir réaliser les souhaits des 3 personnes dont elle a pris les pièces. Sans quoi elle se fera embarquer par les damnés du puits, où elle sombrera pour l'éternité. Sauf que parfois, réaliser un vœu, c'est pas super simple. Et encore, la Miss a eu vachement de bol de tomber que sur des vœux réalisables. Et je mets les guillemets parce que quand tu vois certains des vœux, tu fais « ouais, réalisable, mais pas donné à tout le monde ». Tous les personnages, masculins ou féminins, sont majoritairement bons. Ok, il y a un connard dans le lot, mais même lui à la fin, bon, ouais, il s'arrange. Le dessin est très cool, c'est un style qui marche autant avec le sérieux et les petites déformations cartoonesques pour rajouter de l'humour, même si l'humour est pas le premier truc à retenir de l'histoire. Vraiment, on a un très bon comics, qui sait être fun et épique, tout en apportant une petite morale de générosité et d'altruisme, saupoudrée de malédictions et de créatures surnaturelles. Et donc si vous ne le connaissez pas, eh bien je vous le conseille. Alors, ne vous fiez pas à la couverture qui laisse supposer que c'est un bouquin pour enfants, parce que ça n'en est pas du tout un. D'ailleurs, c'est un reproche que je pourrais faire parce que le livre est plastifié, et de l'extérieur, bah, tu as tout qui te clame que c'est pour enfants. T'as même pas de résumé ou d'avertissement sur la couverture, c'est le... Donc littéralement, si tu fais pas gaffe, tu peux refiler un bouquin assez trash à des gosses. L'histoire est donc celle de
Ernestine, bravo, vous suivez, une petite fille de 7-8 ans il me semble, sauf que la gamine est une psychopathe qui fume, qui n'hésite pas à manipuler ou insulter son entourage. Quand sa mère la gifle, elle part pendant une semaine à Cuba grâce à l'argent qu'elle gagne au poker en ligne, elle fait voir des vidéos trash à d'autres gamins pour les traumatiser, bref, c'est une vraie saloperie, mais c'est très fun à suivre. Si vous aimez l'humour noir, je pense que ça peut vous plaire. Après, le dessin n'est pas forcément le plus beau à regarder. Clairement, on est dans de la parodie de livres pour enfants, et du coup, on a un dessin de livre pour enfants, ce qui augmente d'autant plus le décalage. Après, là, pour le coup, l'histoire se termine sur une fin ouverte, et une suite est pas inenvisageable. Donc, si vous aimez les parodies et l'humour noir, eh bien, je vous conseille très fortement la BD Ernestine. Eh ben vous voyez qu'on peut faire du neuf avec du vieux. On va suivre Illis, jeune fille née au sein d'un environnement assez toxique. Il y a tout un système de 4 familles représentant les différentes saisons, et chaque génération, un des enfants développe un pouvoir en lien avec. Sauf que Illis a un peu une vie de merde puisque tout le monde la déteste. Manque de bol, c'est elle qui a obtenu le fameux pouvoir. Elle va finir par se faire tuer et, étonnamment, remonter dans le temps. Ça semble ultra classique et déjà vu, certes, sauf que quand on commence l'histoire, c'est pas la première fois que ça lui arrive. Quand on commence le premier tome, c'est déjà la 7ème fois qu'elle revient à la vie, et elle a pu tester un certain nombre d'embranchements. Et comme au terme de sa 8ème vie, elle a pigé que son entourage était définitivement irrécupérable, eh ben elle s'est dit, ok, je vais revenir à la vie, mais cette fois je vais vous pourrir la vôtre. Et le fait qu'elle soit au courant des différentes possibilités, mais également du fait de sa puissance, bah dans le premier tome, pour l'instant, elle a aucun problème à s'assurer des jours lumineux. Je garantis pas qu'elle tombera pas sur des obstacles par la suite, hein, mais pour le moment, tout va bien. On a quelques flashbacks de ses précédentes incarnations et la différence avec le présent. Et putain, ça fait du bien. Franchement, pouvoir rendre au centuple ce que tes bourreaux t'ont fait subir, c'est agréable. Et franchement, quand tu revois Autrice de ma destinée, qui considérait son héroïne comme la plus impitoyable et cruelle de la romance fantasy, non, Illis est infiniment plus cruelle et impitoyable. Et pourtant, elle a tué personne. Pour le moment, en tout cas. Donc c'est un très bon premier tome. Et je vous encourage à le découvrir. Enfin un peu de sang frais dans le manhwa coréen. Putain, ce que ça fait du bien. On va suivre ici un trentenaire coréen qui a pas eu de bol dans sa vie. Il a pas de travail malgré ses diplômes, sa copine l'a largué, il a paumé tout son fric en misant sur les bitcoins, bref, il décide de se jeter du haut d'un immeuble histoire d'en finir. Sauf que la grande faucheuse a mal pris ce désir de contrôle sur elle. Elle a donc choisi de lui imposer une punition particulièrement cruelle, il devra mourir 13 fois supplémentaires à travers différents corps et existences. Et le système de la punition est plutôt bien conçu en plus. D'une part, parce que en tant que suicidé, il pourrait être tenté de se dire « Bon bah je me laisse crever à chaque fois et puis basta hein. ». Sauf que la mort est un tantinet plus perverse que ça. S'il parvient à échapper à son destin à travers son nouveau corps, eh bien il pourra continuer à en profiter. Mais si en revanche il s'amuse à provoquer son décès, elle le condamnera à une souffrance éternelle. Et en même temps, t'as des fois la situation est un brin piégeuse, hein, c'est... Genre le gars il débarque à peine dans son nouveau corps, bam, il crève déjà. Je pense pas que le manhwa durera très longtemps. Le gars est censé avoir 13 incarnations différentes. J'ai lu les 2 premiers tomes. Il me semble qu'on en est déjà à 7 ou 8. Donc à moins d'un retournement de situation, je pense pas qu'il y aura plus de 3-4 tomes. Mais le délire est quand même prenant et c'est assez cool d'imaginer une punition post-mortem de ce genre. Et surtout comment ça peut pousser le protagoniste à évoluer. Donc très bonne découverte. J'ai remarqué aussi récemment que il y avait eu une adaptation en série live de ce manhwa. Donc j'ai ajouté sur ma liste de trucs à voir, hein. On verra si ça finit dans les top flops de série l'année prochaine. Y a-t-il des défauts? Oui et non. En fait, le principal truc qui m'a dérangé, c'est la première rencontre avec la faucheuse, et la mort lui dit « C'est la première fois qu'un humain m'insulte à ce point en voulant se servir de moi comme d'un moyen. » La première fois? T'es sûr? Mais en même temps, c'est un point qui est justifié dans le tome 2. Donc, voilà. En dehors de ça, c'est un très bon manhwa, et je vous le recommande. Vous vous en souvenez peut-être si vous regardez les différents top et flop, mais il m'est déjà arrivé de râler sur certaines œuvres parce que je considérais que le final n'apportait pas suffisamment de réponses, ou que l'intrigue était floue, ce genre de choses.
Et bah Shadow Hills a lui aussi une fin ouverte et pas mal de questions laissées en suspens. Sauf que là, ça marche. Grosso modo, on va s'intéresser à la ville de Shadow Hills. Je suis persuadé que personne l'avait vu venir. Où une mystérieuse substance noire se met à recouvrir les individus, au point de carrément les empêcher de respirer. Et vous avez beau la retirer, ben, elle vient carrément de l'intérieur de votre corps. On va notamment suivre le personnage de Anne, dont la sœur jumelle a disparu plusieurs années auparavant, et qui va se retrouver confrontée au phénomène. Parallèlement, on va aussi suivre plusieurs personnages, notamment Rosie la policière, ou tout un groupe de drogués, mais également la fameuse jumelle d'Anna, dans une sorte de flashback. Et c'est là où le bouquin peut perdre ses lecteurs, mais moi a réussi à complètement m'alpaguer. Parce que autant tu suis une certaine logique dans la propagation de l'infection et le comportement des personnages, mais en même temps, quand t'arrives au final, t'es complètement incapable de tirer des conclusions de ce qui s'est passé. Très clairement, si on me disait, en fait, tout s'est passé dans la tête d'un des personnages, bah j'aurais du mal à le réfuter en fait. Parce que beaucoup de points sont complètement inexplicables. Les origines de la boue noire sont floues et même certains retournements de situation assez bizarres, mais pour autant, ils sortent pas de nulle part. Parce que t'as tout un cheminement qui a donné sens à leur arrivée. Et ça te pousse à te poser des questions. Alors très franchement, c'est le genre de questionnement que j'adore et j'ai kiffé le délire. Pour ce qui est du dessin, j'ai envie de dire qu'il est assez simple. Enfin, simple. Moi, je serais pas foutu d'arriver à ce niveau, hein. Mais simple dans la plupart de ses traits. Et ça colle presque avec la sensation d'irréel qui peut se coller à l'histoire en fait au fur et à mesure qu'on la suit. Aussi c'est un bouquin qui est un petit peu épais quand même, je crois qu'il est épais comme ça, un peu en largeur, et qui malgré ça se lit hyper vite. Je suis même pas sûr d'avoir mis plus d'une demi-heure à le lire. Mais c'était une très bonne découverte, et si vous aimez les mystères non résolus qui vous amènent à la réflexion, eh ben je vous conseille très fortement Shadow Hills. Comme je le disais dans le flop des séries, l'histoire de Eric Draven, elle est bien, mais si c'est juste raconter sans arrêt la même histoire, bah ça perd son intérêt. C'est pour cette raison qu'on a eu droit, notamment depuis le début de la décennie, à tout un panel de comics dédiés à l'univers de The Crow. Bah ouais, le principe c'est le corbeau de la mort qui ramène une victime pour qu'elle se venge, donc on n'a jamais dit que Draven avait été le seul à en bénéficier. Et donc, les comics vont se focaliser sur différentes apparitions du corbeau. Une agent du FBI dans Flesh and Blood, un artiste de cirque dans L'été, une victime de la Shoah avec Skinning the Wolf, et récemment j'en ai découvert un qui fait un crossover entre The Crow et Hack Slash. Hack Slash, j'en ai un petit peu parlé dans la vidéo sur les tueurs en série. C'est un comics d'une gamine qui tue des tueurs en série, mais qui jusqu'à présent n'a jamais eu d'adaptation en France. Donc si ce comics marche, peut-être que ça va amener à éditer Hack Slash en version francophone. J'espère en tout cas parce que l'univers a l'air vachement sympa. Et donc dans le cas présent, Curare. L'histoire se déroule entre les années 70 et 80. J'avoue que le point de départ a lieu en 73, mais on sait pas quand a lieu la résurrection du corbeau, donc je suppose que c'était en 80. L'histoire tourne notamment autour de Joe, policier miné par une enquête sur le viol et le meurtre d'une petite fille, jusqu'à ce que cette dernière revienne d'entre les morts. Le problème, c'est que la gamine, bah, elle a 7-8 ans, donc physiquement et intellectuellement, elle n'est pas trop capable de se débrouiller toute seule, ce qui fait qu'elle va entièrement se reposer sur Joe pour obtenir justice. Éventuellement, je critiquerai le piaf qui accompagne la gamine, hein, qui parle énormément. Ouais, qu'un corbeau puisse prononcer quelques mots, je veux bien, mais qu'il puisse dialoguer à ce point, ça m'a paru un peu bizarre. Mais bon, fallait bien que le dialogue soit fait entre la gamine et le flic, donc... Le dessin, je sais pas si ça plaira à tout le monde, mais parce que c'est très crayonné, c'est assez sombre et poisseux. On est vraiment dans une ambiance glauque de traque d'un tueur en série pédophile. Donc je peux piger que ça mettra pas tout le monde à l'aise. Notamment le personnage de Joe, qui est un vieux flic en surpoids, alcoolique et violent. La façon dont il pète la gueule à un pédophile pour le cuisiner, est-ce que c'est satisfaisant? Oui, mais c'est très violent. Donc si vous aimez bien l'univers de The Crow, et que vous voulez en découvrir une nouvelle version, je trouve que c'est un excellent spin-off, et je vous le conseille vivement. Littéralement, j'ai vu la couverture, je me suis dit, putain, ça va être un hentai. Et entre le titre et la couverture, je m'attendais vraiment à un truc avec du viol dans tous les sens. Donc, classique du hentai là encore. Absolument pas. Les 3 premiers tomes, il y a 0 scène de cul. Bon, il y a quelques scènes de nu, voire de nu intégrale, et le roi barbare n'a pas enlevé l'héroïne pour la violer. Il l'a enlevée pour l'épouser. Mais dans le sens, t'as été suffisamment forte pour m'affronter en combat singulier et survivre,
donc je veux t'épouser. Le gars est hyper respectueux, il la touche pas tant qu'elle est pas d'accord. Il y a une grosse inversion par rapport à tout ce qu'on serait en droit d'attendre des personnages. L'héroïne est une chevalière ultra badass, mais en même temps, elle appartient à un territoire qui est majoritairement stérile, hein, d'où la politique expansionniste. Tandis que les barbares, bah, ils vivent dans un endroit qui est plein de vie et de nature, donc bah, ils ont pas vraiment de raison d'aller voir ailleurs. Ils ont une manière d'appréhender la vie et la mort qui est radicalement différente. Une des craintes de l'héroïne, c'est que, bah, elle a elle-même buté énormément de barbares, donc quand elle arrive dans leur village, elle se dit mais putain, mais je vais me faire déglinguer quoi, tout le monde va m'en vouloir pour ça. Et pas du tout. Parce que les barbares savent passer à autre chose. C'est ouais, t'as tué mon mari, bon bah, tant pis, hein. Bah, au moins il est mort sur le champ de bataille, voilà. D'ailleurs, l'héroïne n'est absolument pas une princesse en détresse, hein, même si mentalement elle a beaucoup de préjugés et se fait régulièrement des films, quand elle doit se battre, elle est compétente. Il y a bien une scène où on doit venir à son secours à la fin du premier tome, mais la raison c'est parce que c'est qu'elle se battait contre un dragon, et que sa seule arme c'était une espèce de truc en métal à moitié pourri qui a fini par péter au milieu du duel. Sans ça, elle se démerdait toute seule. Donc c'est vraiment un style de romance qui est très cool à suivre, qui sait être vachement drôle en plus d'avoir des combats bien épiques. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir The Warrior Princess and the Barbaric King. Alors, petite anecdote de libraire. J'ai commandé ce manga en nouveauté dans ma librairie pendant l'année, parce que tout le monde le vendait comme un manga qui allait avoir un potentiel de fou furieux. Donc, je l'ai pris, je l'ai lu, j'ai adoré, il n'est jamais parti. J'ai eu beau essayer de le vendre, personne n'a jamais voulu l'acheter. Et à côté, t'as des boosts façon DeadTube qui se vendent par paquet de 12, ouais. Pourquoi on se casse le cul à essayer de faire de la qualité, en fait? De toute façon, les gens n'achètent que de la merde. Bref, nous nous trouvons dans un univers de fantasy médiévale où nous allons suivre le personnage de Luca, un jeune garçon dans une troupe de mercenaires depuis son enfance. Ça me rappelle quelque chose, ça? Oh, c'est probablement rien. Et qui a la particularité d'avoir une branche qui lui pose du crâne. En effet, dans cet univers existent les branchus, et chaque fois que l'un d'eux atteint ses 14 ans, sa branche bourgeonne, ce qui lui permet de développer un pouvoir particulier. Et Luca, son pouvoir en tant que clairon, eh ben c'est littéralement de diriger ses troupes comme dans un jeu de stratégie. Je trouve le concept du pouvoir ultra original. C'est à la fois très puissant parce que bah tes troupes suivent tes ordres à la lettre et ne ressentent ni peur ni hésitation, ils réagissent à l'instant où tu donnes l'ordre, et en même temps, bon déjà, faut avoir des troupes, hein, parce que si t'es tout seul ça sert à rien, et il faut un minimum de stratégie. Dans le premier tome ça va, mais tu sens que le gamin a tout de même réfléchi au placement de ses escouades, hein, il fait pas le truc au pif. Y a même la possibilité de combiner ce pouvoir avec ceux des autres branchus, ce qui là encore était très intelligemment fait. Maintenant, faudra voir l'évolution, hein, notamment parce que bah des branchus t'en as aussi chez les ennemis, donc je suppose que Luca risque de se manger quelques déculottés. L'univers est pour le moment pas trop développé, c'est du médiéval assez crasseux par endroits, hein, notamment la partie guerre, avec des meurtres, des viols, des décapitations, des pillages, mais c'est pas du berserk non plus. C'est pas des points sur lesquels le manga va insister. On comprend que c'est pas un univers qui est tout beau tout propre, mais on ne balance pas dans la fosse à trip non plus. Donc pour un premier tome, j'ai vraiment très bien apprécié, même si on peut craindre que certains points fassent un peu classique. Mais le manga a réussi à se montrer suffisamment intelligent et innovant pour offrir une nouvelle vision du manga de fantasy. Et ça, c'est un très beau move. Donc si vous cherchez de la qualité, n'hésitez pas à découvrir The Bugle Call. Va être assez compliqué à expliquer celui-là, je le sens. Ce premier tome nous invite à suivre deux jeunes femmes du monde moderne, Vera et Marie, qui se révèlent être des sorcières. Des sorcières modernes qui ont pour tâche de gérer les énergies, le côté naturel de l'environnement, par le biais de rituels païens, de runes et tout un tas d'autres choses. Tandis que parallèlement, les donzelles doivent vivre une vie normale. Genre, rien que pour gagner du fric, t'en as une qui travaille, mais du coup elle a beaucoup moins de temps pour s'occuper de tout ce qui est magie, tandis que l'autre, c'est littéralement le parasite accroché à ses allocs. Sauf qu'au cours de l'histoire, elles vont découvrir un vieux bunker qui dégage une énergie extrêmement négative. Genre, si elles le touchent, elles tombent par terre tellement c'est néfaste. Et un de leurs buts, c'est justement d'empêcher cette toxicité énergétique de se répandre dans l'environnement. Et elles vont dégoter un chaton qui, pour une raison inconnue, les immunise contre cette énergie négative. J'ai trouvé le manga vraiment très cool et très original. Alors le dessin j'aime bien, si ce n'est que tous les personnages ont l'air d'avoir des oreilles qui font 3 fois la taille normale.
Ce qui est assez perturbant. Mais au-delà de ça, je trouve que l'univers est vraiment très plaisant à parcourir. C'est assez chill sans pour autant être plat, et ça montre une facette de la sorcellerie moderne qu'on voit assez rarement. Après, je garantis pas que la série va se poursuivre sur beaucoup de tomes. C'est que mon avis, mais je pense qu'il y en aura pas plus de 3-4. Quoi qu'il en soit, je vous recommande vivement Majo no Michi. Le concept est assez intéressant. Nous allons ici suivre plusieurs générations de la panthère nébuleuse de Taïwan, espèce malheureusement éteinte, et c'est assez fascinant dans le sens où l'histoire va mêler autant un côté historique et empathique, et en même temps un aspect plus surnaturel. Alors, je spoil un minimum, mais en même temps pas vraiment parce que chaque génération a sa propre histoire. Aux alentours de la moitié du tome, on va suivre le tout dernier représentant de l'espèce, qui, à sa mort, va devenir un fantôme et suivre son corps empaillé dans un musée. Musée où il va rester pendant plusieurs décennies. J'en dirai pas plus pour pas vous bousiller les révélations, mais c'est une excellente intrigue, qui non seulement a le mérite de mettre en avant une espèce animale éteinte, mais aussi de raconter une très belle histoire qui tient sur plusieurs générations. Et c'est un one-shot, donc tout tient en un tome. Du coup, si vous aimez la nature, les fantômes ou les musées, je vous invite très fortement à découvrir Le Fauve des Nuées. Celui-là, j'avoue que j'ai mis un peu de temps avant de rentrer dedans. Principalement parce que au début, je voyais pas trop ce qu'il y avait de très intéressant dans l'histoire. Et en fait, plus les pages défilent, plus tu comprends et plus tu rentres dedans. L'histoire, c'est que Alfie Hawthorne, un des magiciens les plus célèbres de la ville, est mort. Mais coup de bol, il a suffisamment formé sa nièce Ellie Hawthorne pour que cette dernière soit capable de prendre la relève. Et la demoiselle est notamment connue pour être une junkie, pour être à la colle avec la mafia, et surtout pour résoudre les problèmes à coups de marteau rouillé. Bon après, quand on parle de magicien, entendez plutôt invocateur de démons. Si vous connaissez la trilogie de Bartiméus, c'est à peu près le même délire. Tu invoques une créature démoniaque, ce qui est assez difficile et rate très souvent, mais si ça marche, tu peux lui demander ce que tu veux. Dans les limites de ses capacités, évidemment. Et comme chaque démon possède un rang et un statut particulier, t'en as un qui traque les voleurs, un qui fait de la nécromancie, un qui est un guérisseur, c'est vraiment les 72 démons de Lars Goetia, pour ceux à qui ça parle. Sauf que, pour une raison inconnue, tous les démons ont quitté l'enfer. Mais au point que absolument n'importe quel trouduc, sans la moindre expérience, peut les utiliser. Et autant dire que quand t'as plus de 70 amulettes, toutes liées à un démon, et que le premier qui met la main dessus peut les utiliser à sa guise, ça sent pas bon. Donc l'objectif, ça va être de renvoyer tout ce beau monde en enfer. Parce que pour bousiller l'ordre établi, y a pas mieux. Quand c'est des SDF qui veulent améliorer le sort de leurs semblables, c'est cool. Quand c'est des criminels, ça l'est beaucoup moins. L'héroïne, en dépit de ses défauts, a le mérite d'être très intelligente. Parce que le principe des démons, c'est que tu peux leur donner des ordres, ils doivent t'obéir. Mais c'est pas pour autant qu'ils ont envie de le faire. Donc si jamais il y a une faille dans ce que tu leur demandes, ils vont sauter dessus. La scène qui m'avait fait complètement délirer, c'est t'as un démon qui est censé protéger un invocateur. Et qui explique à l'héroïne, si tu tues l'invocateur, je dois te bouffer. Ce à quoi l'héroïne lui répond, mais et si le mec se suicide? Et t'as le démon qui, pour ce cas de figure, on m'a rien dit. Et là la meuf reprend, parce que mon marteau, il est maudit. Si jamais tu le touches, tu es pris d'une irrépressible envie de te suicider. Et là elle balance le marteau dans la tête de l'invocateur, le mec est one shot. Et t'as la meuf qui dit au démon, t'as vu? Il a touché le marteau, il est mort, suicide. Et t'as le démon qui la regarde qui fait, ouais ok ça passe. Toi t'es en train de lire le bouquin, tu fais, c'est quoi cette arnaque? mais en vrai, comme ça joue vraiment sur les failles, la moindre petite faille des ordres, et que les démons n'ont pas pour volonté d'obéir aux humains, s'ils en ont l'opportunité, ils vont essayer de désobéir. Et c'est ça aussi qui est plutôt intéressant, c'est que les démons sont pas objectivement méchants. Quand on leur fait la remarque que chaque fois qu'on les invoque, ils sont hyper violents et ils massacrent des innocents, normal. Le monde matériel, pour eux, c'est une torture. Donc ils essayent de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour rentrer chez eux, et tant pis pour les dommages collatéraux. Sinon, ce n'est que le tome 1 d'une série. Je sais pas combien elle durera, parce que, il y a quand même, encore 70 démons à exorciser. Donc, à voir comment ça évoluera. Mais ça promet quand même un chouïa de diversité. Donc, franchement, c'est une très bonne histoire, et je vous la conseille. Après, pour le dessin, c'est fait par le dessinateur de Walking Dead. Perso, je suis pas giga fan de son style, même si c'est vrai que ça passe mieux avec de la couleur. Donc là-dessus, à vous de voir.
Dans la catégorie du je m'y attendais pas, le pitch se déroule dans une forêt petit à petit engloutie par un dragon blanc qui dévore la réalité. Problème, une petite fée et un rat chevaleresque sont incapables de la quitter. Ils ont donc besoin, en compagnie d'un raton laveur et d'une grande guerrière, d'aller trouver la déesse de leur monde pour l'implorer, de les aider. Et c'est excellent. Franchement, je m'attendais tellement pas à plusieurs retournements de situation, les personnages sont bien construits, l'intrigue est très bien menée, et clairement le concept qui est révélé à la fin du premier tome, mais oui, 1000 fois oui, quoi, je triple valide l'idée. Je ne vous dirai rien pour pas vous spoiler, évidemment, mais c'est le genre de très bonnes idées qu'il faut valoriser dans la culture. Les dessins sont également très beaux, ça donne d'autant plus vie à l'univers, et je sais, j'en dis vraiment pas beaucoup, mais si j'en dis plus, je spoil. Et je ne veux pas spoiler les petits dieux. C'est une excellente découverte, et si vous ne connaissez pas, je vous invite très sincèrement à y jeter un œil. Nous sommes dans un univers de fantasy médiévale, et nous allons suivre Owen, l'équivalent de Conan le barbare. La particularité du bonhomme étant qu'il possède une hache consciente et parlante, qui se nourrit du sang de ses victimes, ce qui du coup peut la rendre complètement ivre au bout d'un certain temps. L'autre particularité, c'est que le héros a subi une malédiction, ce qui l'oblige à ne faire que ce qui est juste, et donc il n'a pas le droit de tuer des innocents. Et il est le premier que ça fait chier, on va le dire tout de suite. Il va donc suivre son bonhomme de chemin, et ce faisant va s'allier, un peu involontairement, à une sorcière nécromancienne. Je n'en dis pas plus. C'est assez gore, je vous préviens tout de suite. En même temps, quand tu vois la couverture de base, tu te doutes que ça va pas être gentil tout plein. Mais en même temps, ça reste très drôle. Pas parce que c'est ridicule, mais parce que le héros, c'est un râleur de première. Et pas mal de situations sont caractéristiques du bourrin qui a pas envie de se faire chier à réfléchir et à être gentil. Littéralement, quand tu as le flashback de ses origines, on lui laisse le choix. On lui montre l'enfer où l'attendent tous les ennemis qu'il a tués, et on lui dit, soit tu acceptes la malédiction, soit on te balance en enfer. Je peux revoir l'enfer. Voilà, c'est ce genre d'humour. En termes de reproches, éventuellement il y a le dessin. Il y a quelques passages où je n'étais pas super convaincu par les traits, même si c'est pas horrible non plus. Hein, je regrette surtout qu'on n'ait pas de droit aux conséquences de sa malédiction en fait. Genre, qu'est-ce qui se passe si jamais il bute un innocent? Maintenant, l'histoire insinue que c'est juste, il peut pas. Quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup aimé l'ambiance et le délire de l'intrigue, donc je vous recommande Barbaric. Ouh, je pensais pas que je prendrais autant mon pied avec un univers d'ici. Grosso modo, on mixe Superman, Batman et compagnie avec de la fantasy médiévale. Formule classique, pour sauver leur enfant à naître de la destruction de Krypton, Jor-El et Lara-El choisissent de s'exiler sur une terre médiévale où la magie et les dragons existent. Et oui, vous avez bien entendu, Superman débarque ici avec ses parents. Et 19 ans plus tard, on apprend que la famille, elle, est devenue royale et a à son service un humain gérant de la sécurité, le chevalier Chauve-souris. Sauf que dans le royaume des orages, une prophétie a autrefois été déclamée par un tout jeune John Constantine, annonçant l'arrivée de créatures aliens très semblables aux Hell, qui finiraient par engendrer l'apocalypse. Donc on va se retrouver avec une guerre froide entre les trois royaumes, hein, le royaume des Hell, le royaume des orages et les Amazones, avec des assassinats, des complots politiques et tout le toutin. Et putain, qu'est-ce que c'était cool! Franchement, je m'attendais tellement pas à grand chose quand j'ai entamé la BD, et j'ai totalement sifflé les 2 tomes. Car oui, Dark Knight of Steel, c'est une histoire complète en 2 tomes. Donc si vous voulez une bonne histoire qui dure pas trop longtemps, je trouve que c'est un bon investissement. Les personnages sont tous très cool à suivre, et parfois ont des situations que t'imagines pas forcément en fait. Genre Harley Quinn, qui est désormais la bouffonne des Hell, et leur conseillère, qui se vantent de pouvoir résoudre une crise diplomatique tout en jonglant. Lois Lane est la conseillère des Amazones. T'as un des principaux antagonistes qui, sans aucun spoil, est un Green Lantern. Mais quand tu vois qui il est et d'où il sort, c'est... Oh, ça c'était très intelligent comme remaniement de personnages. Après, y a certains personnages qui sont moins connus. De moi, en tout cas. Genre le roi Jefferson. À ce que j'ai compris en fouinant, est un héros de l'univers d'ici. Apparemment c'est le personnage de Black Lightning. Qui a carrément eu droit à sa série en plus, donc... Vraiment, je suis complètement passé sous le radar. Et il y a une nouvelle Supergirl qui, là, est la sœur de Kal-El. Bah oui, ses parents sont toujours en vie, donc ils ont eu un enfant en plus. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu plus de nouveautés chez les personnages. Mais en l'occurrence, c'est une série courte, très courte même, qui a, mine de rien, fait pas mal d'efforts en termes d'innovation. Donc,
Bon, pour ma part, c'est déjà un excellent taf. Après, je vous préviens quand même, c'est l'avantage d'avoir un one-shot dans un univers alternatif, c'est qu'un certain nombre de personnages vont mourir. Et parfois de manière assez brusque. J'irai pas jusqu'à dire que le comics est gore, mais il y a quelques scènes qui peuvent être un peu violentes si jamais vous êtes trop sensible. En dehors de ça, moi ça a été ma meilleure expérience d'ici de l'année, et je vous invite très fortement à la découvrir. On pourrait se dire que pour un auteur, lire aussi peu de romans est assez paradoxal. Ce qui est vrai, mais pas complètement non plus. Vida est, contrairement à ce que sa couverture pourrait laisser penser, un roman. Un roman avec quelques illustrations par-ci par-là, mais un roman quand même. Le livre a été écrit par Antoine Dolle, dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'à présent, et je supposais que c'était un petit auteur pas très connu. Je me suis planté. En fait, beaucoup de gens le connaissent sans le savoir, principalement son pseudo, puisqu'il s'agit de Mr. Tan, l'auteur des Mortels Adèle. Bon, par contre, je vous cache pas que niveau ambiance, il y a un sacré précipice entre les deux œuvres. Bref, le roman contient deux histoires parallèles. D'un côté, on suit Vida, une jeune fille génétiquement créée pour être une arme humaine, et de l'autre, nous avons Virginie, que nous allons suivre durant toute une partie de sa vie, alors qu'elle subit les abus de son paternel. On va se mettre d'accord tout de suite. C'est pas un roman d'action, c'est loin, très loin d'en être un. On est très souvent dans l'introspection et dans les réflexions intérieures, l'analyse des sentiments de l'héroïne, et surtout la manière de les analyser. Chose qui est extrêmement bien faite. Je vous cache pas que j'adore le style d'écriture de Dolle. Il est extrêmement précis et varié dans ses descriptions, tout en ayant énormément de compréhension et d'empathie pour ce que ressentent les héroïnes. C'est littéralement un bouquin qui incite à la libération de la parole, la protection des plus jeunes et surtout à leur permettre d'aller de l'avant malgré les traumatismes. J'ai notamment été marqué par la scène de l'anniversaire, alors que Virginie a 7-8 ans grand max, et c'est une fête d'anniversaire dans un restaurant, et toute l'attention est centrée sur elle. Sauf qu'on parle d'une gamine qui a été violée par son propre père, et qui est mal à l'aise mais à tous les niveaux. Mais en même temps, elle est pas maltraitée à 100%. On fait une fête pour elle. Tout le monde a l'air heureux. Elle ne veut pas faire de la peine à sa famille, qui, après tout, si on fait ça pour elle, c'est parce qu'on l'aime. Il y a des enfants plus malheureux qu'elle. Donc, elle se force à sourire, même si à l'intérieur, elle a juste envie de chialer. C'est une scène que j'ai trouvée incroyablement bien écrite et parfaitement juste, tout en étant monstrueusement oppressante. Donc si jamais vous vous attendiez à avoir des explosions en tous les sens avec une héroïne pétée de pouvoir, vous risquez d'être très déçu. C'est même le principal reproche que je ferai à la couverture du bouquin, qui laisse entendre qu'on va avoir des flammes et du carnage, et oui, techniquement il y en a un peu, mais ça tourne pas que autour de ça. Du coup, est-ce que la lecture est plaisante? Pour ma part, je dirais oui, parce que j'ai adoré le style d'écriture, et que si j'arrive un jour à ce level, je serais ravi. Bon, il y a une ou deux tournures de phrases que j'ai trouvé un peu maladroites, mais bon, la perfection n'existe pas. Maintenant, je pense pas que le but du livre soit d'être un feel-good, loin de là. C'est vraiment pas, ça essaye pas d'être une belle histoire, parce que si vous êtes un peu sensible, ça peut vous refiler, peut-être pas des cauchemars, mais au moins une bonne déprime. Même si, il y a la lumière au bout du tunnel. Si j'avais un défaut de plus à lui citer, ce serait notamment avec les maladies de Virginie, qui non seulement souffre d'un asthme qui est assez costaud, mais aussi de plaques d'eczéma qui sont pas soulagées par son mal-être intérieur. Mais quand on arrive à la fin, bah tu sais plus trop ce qu'il en est. Est-ce qu'elle est toujours malade ou est-ce que le fait d'avoir pu évacuer tout ça, ça lui a permis de guérir? Et aussi le fait que quelques révélations sur Vida sont assez prévisibles. En dehors de ça, ça reste un excellent roman, et si vous n'êtes pas trop sensible, eh bien je vous le recommande chaudement. Mon gros coup de cœur de l'année. L'histoire, c'est qu'en 2022, partout dans le monde, chaque être humain sur Terre se voit accorder un génie de la lampe qui lui accorde un souhait. Tu peux demander absolument tout ce que tu veux, mais tu n'en auras pas d'autre. Et là, si vous avez un minimum conscience du fonctionnement du monde, ou juste des bas-fonds d'internet, je pense que vous pouvez deviner ce que ça peut donner, et à quel point ça peut vite partir en couille. L'histoire va se découper en chapitres, chacun désignant une huitaine, les 8 premières secondes, les 8 premières heures, les 8 premières minutes, les 8 premiers jours, les 8 premières semaines, etc., etc. On suivra essentiellement un groupe témoin, qui sont notamment réunis dans le pub de Lampwick, et dont le barman a instantanément fait un des vœux les plus intelligents que tu pouvais imaginer.
c'est-à-dire que son bar et toutes les personnes se trouvant à l'intérieur soient protégées des effets des vœux du monde entier. En dehors du barman, on aura un père alcoolique et son fils, un groupe de 3 rockers et un couple chinois. Chacun ayant évidemment son propre avis sur la question, mais disons que quand tu vois qu'en quelques minutes, quand tu vois que dehors le monde extérieur devient complètement what the fuck en quelques minutes, ouais, on va attendre à l'intérieur du bar le temps que ça se calme. L'intrigue est vraiment très intelligente, j'ai trouvé les différents personnages très sympas à suivre, notamment les différentes formes de souhaits qui peuvent être effectués. T'en as qui vont juste demander un truc immédiat, genre redevenir jeune, la santé, la richesse, ce genre de choses. T'en as d'autres qui vont demander à être des super-héros. T'en as qui vont se montrer beaucoup plus intelligents et essayer de tirer profit de la situation le plus longtemps possible. T'en as qui vont essayer d'économiser leurs vœux autant que faire se peut. C'est une très bonne réflexion sur ce qu'est l'humanité et le panier percé d'envie qu'on peut être. On n'en a jamais assez, dès qu'on obtient ce qu'on veut, il nous faut autre chose. C'est un peu notre malédiction, on va dire. Donc pour moi, c'est un excellent comics. C'est très bien dessiné, c'est original, c'est intelligent, c'est super cool à suivre. Bref, je vous invite très fortement à découvrir 8 Billion Jennies. Et voilà, et voilà, on en a fini avec les tops et les flops de 2024. J'espère que ces vidéos vous ont plu, et on se retrouve normalement dès février pour le lancement de la nouvelle chronique vidéoludique. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt à bord de l'Universalis. À nouveau, on s'attaque aux lectures de l'année, et oui. À nouveau, Et encore une fois, oui, c'est chiant de le répéter sans arrêt, mais en même temps, tout le monde... Putain, ça... D'une part... Je vais quand même me reculer un petit peu. Sur ce, je vous invite à découvrir mes meilleures découvertes livresques. Bah non, découverte, non, ça va pas le faire. Sur ce, je vous invite à découvrir mes meilleures expériences mes meilleures expériences livresques. Bon bah. J'espère qu'il n'y aura pas de problème avec le branchement là cette fois. D'ordinaire, je l'enroule de manière à ce que ça tire pas trop. Mais... Croisons les doigts. Elle va donc fuguer, et tandis que le royaume lui bat. Mais justement, pourquoi ils veulent aller à... Putain. Est-ce que je peux tirer un tout petit peu dessus pour... Oui, ça a l'air d'être bon. Non, putain de merde. C'était pas une bonne idée. Voilà. Toi, c'est pas un problème de démonter. Voilà. En gros, tu as des éléments surnaturels, mais si tu réfléchis de façon suffisamment cartésienne, tu peux éventuellement envisager mais qui ne te force pas à un avis unilatéral. Si vous aimez l'humour noir, je pense que ça peut vous plaire. Si vous aimez l'humour... Et je vais aller m'occuper du feu. L'inconvénient d'avoir du feu de cheminée, c'est que de temps en temps, faut aller vérifier. Eh ben, vous voyez qu'on peut faire du vieux... Et à côté, t'as des bouses comme des tubes qui partent, mais pas plein. Ce qui a encore été très intelligent. Quoi qu'il en soit, je vous recommande vivement Mao no Michi. Macho no Michi. Du coup, si vous aimez la nature, les fantômes ou les fusées... Ou les fusées. Pourquoi les fusées? T'en as un qui traque les voreurs. Les voreurs, oui. En même temps, quand tu vois la couverture de base, tu te doutes que ça va être pas être... Et on lui dit, soit on te balance en enfer, et on te dit, soit on te... putain. Qu'est-ce qui se passe en bas? J'ai jeté un oeil quand même. Et il y a une nouvelle... Vida est, contrairement à ce que ça courait... C'est même probablement le principal reproche que je ferai à la couverture du goût.